Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Sisquoada Revisé. Aujourd'hui, nous allons parler du tableau de flux de trésorerie. Comme vous le savez si bien, le tableau de flux de trésorerie en abrégé TFT fait partie du jeu complet d'état financier rendu obligatoire par le Sisquoada Revisé. On sait bien que ce jeu complet comprend le bilan, le compte de résultat, le TFT et enfin les 36 notes annexes. Alors le TFT, c'est un tableau jugé un peu complexe par certains. Le but de cette vidéo, c'est de le démystifier, d'en simplifier la compréhension pour que même des chefs d'entreprise soient à même de le lire simplement et de bien comprendre la formation de trésorerie de l'entreprise. Qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Voici notre sommaire. Nous allons voir les objectifs et les composantes du TFT. Une fois qu'on a bien cerné les objectifs, on va voir comment se détermine chacun des différents éléments du TFT depuis la trésorerie initiale au 1er janvier de l'exercice jusqu'à la trésorerie finale en passant par les flux de trésorerie liés aux opérations, liés aux investissements et enfin liés au financement. On va y aller rapidement avec les objectifs. Pour définir les objectifs du TFT, on va partir de ce que dit le cadre conceptuel du Sisquoada Revisé. Ce cadre conceptuel, en son chapitre 3, dispose que l'objectif des états financiers, c'est de fournir des informations utiles sur la situation financière. On sait que lorsqu'on parle de situation financière, on parle de la photographie du patrimoine à un instant T, à un instant donné, et là nous faisons référence ici au bilan. Le deuxième objectif des états financiers est de fournir des informations utiles sur la performance. La performance renvoie ici au résultat. Et lorsqu'on parle de résultat, on pense bien entendu au compte de résultat. Le troisième objectif des états financiers, c'est de fournir des informations sur la variation de la situation de trésorerie. Et ici, on parle de notre cher TFT. Donc, le but, l'objectif du TFT, c'est de fournir suffisamment d'informations, des informations pertinentes sur la variation de la trésorerie de l'entité au cours d'un exercice. On sait à quel point la trésorerie est importante, son suivi doit être rigoureux. Le TFT nous permet donc d'avoir suffisamment d'informations sur la formation de trésorerie, de comprendre d'où viennent les flux de liquidité et à quoi ces flux ont donc servi. Alors pour atteindre cet objectif, le cycle de vie de l'entité est découpé en trois, notamment le cycle des opérations, c'est-à-dire qu'on aura des flux de trésorerie liés aux opérations. Les opérations sont supposées générer suffisamment de trésorerie, sont supposées générer un excédent de trésorerie disponible pour investir. En cas d'insuffisance, on recourt bien entendu au financement, que ce soit en interne par l'autofinancement ou en faisant recours aux actionnaires pour augmenter par exemple le capital ou même en faisant recours aux banques, au marché boursier pour pouvoir se financer et financer ainsi la croissance de l'entité. On voit d'emblée ici que le TFT est reparti en trois principaux cycles, celui des opérations, celui des investissements et enfin celui du financement. On va donc rentrer un peu dans le détail pour voir les trois principales composantes du TFT. La première principale composante, c'est les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Lorsqu'on parle de flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, on fait référence ici au cash qui est généré par les principales activités de l'entité. Pour une entreprise commerciale, par exemple, qui achète des marchandises et les revend tout simplement, le cash ici qu'il faut décaisser pour acheter les marchandises et ensuite celui qu'on encaisse à travers la vente aux clients, ces flux de trésorerie-là rentrent dans ce qu'on appelle les flux liés aux opérations parce que là, c'est les activités principales de l'entité. Si c'est une entreprise industrielle, achète des matières premières, elle les transforme et ensuite elle vend des produits issus de cette transformation, à savoir des produits finis. Tous les décaissements qui découlent de l'achat des matières premières, elle doit payer son personnel, elle doit payer les impôts, elle doit rémunérer des intermédiaires par exemple. Toutes ces dépenses-là rentrent dans les activités principales et sont ici liées aux opérations. Et ensuite, son chiffre d'affaires qu'elle encaisse rentre également dans cette catégorie, à savoir les flux liés aux opérations. Ensuite, dans les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, on peut également ajouter toutes ces activités qui ne sont ni de l'investissement ni du financement. C'est par exemple quoi? C'est par exemple l'impôt sur les bénéfices qui est payé en fin d'exercice
ou même des charges hors activité ordinaire, même des charges financières. Donc, toutes ces opérations-là qui n'ont rien à voir avec le financement ou l'investissement relèvent ici des opérations. Ils sont classés dans cette catégorie. Ensuite, la deuxième composante importante du TFT, c'est les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, on parle ici de l'acquisition ou même de la production par l'entité des actifs de long terme qui vont lui être utiles sur plus d'un exercice. Et lorsqu'on parle d'un exercice, bien entendu, en pratique, c'est une période supérieure à 12 mois. Donc, les flux liés à l'acquisition, toutes les dépenses qui sont liées ici à l'acquisition, eh bien, des immobilisations incorporelles, corporelles ou financières, là, ce sont des flux de trésorerie, eh bien, liés à l'investissement. Maintenant, si nous nous séparons d'un certain nombre d'actifs, d'un certain nombre d'immobilisations, les encaissements qui en découlent sont ici des flux de trésorerie, bien entendu, liés, eh bien, à l'investissement, parce que là, ce sont des encaissements qui découlent, n'est-ce pas, des cessions. Il convient de souligner, et là c'est un point majeur qu'il faut intégrer, dans le TFT, on ne met que des flux de trésorerie. Autrement dit, tous les flux qui vont entraîner soit une sortie d'argent ou une sortie d'équivalent de trésorerie, tous les flux qui vont entraîner un encaissement, une entrée de liquidité, ce ne sont que ces flux-là qui rentrent dans ce tableau. Cela signifie tout simplement que si nous avons des opérations qui ne vont avoir aucune incidence en termes de trésorerie, ces opérations n'ont rien à faire dans notre TFT. Exemple, si nous sortons une immobilisation pour l'échanger contre une autre, on fait sortir une immobilisation, par exemple, on fait sortir une machine et on s'entend avec notre partenaire pour qu'il nous remette à la place une autre machine, cette opération-là n'a rien à faire dans notre TFT dans la mesure où cela n'a pas eu de conséquences en termes de trésorerie. Si nous sommes par exemple sur l'aspect financement, là nous sommes sur les flux liés aux activités d'investissement. Si nous prolongeons un peu plus loin sur les flux liés aux activités de financement et que nous avons par exemple des échanges d'actions avec notre partenaire, ces échanges d'actions n'ayant pas eu de conséquences en termes de trésorerie, cela n'a rien à faire dans notre TFT. Donc, on ne met dans le TFT que des opérations qui ont une incidence en termes de trésorerie. La troisième composante, donc, importante, pas moindre de notre TFT, c'est les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Lorsqu'on parle d'activités de financement, on va distinguer deux principales activités. C'est soit des activités qui vont changer la structure de nos capitaux propres. Donc, les flux qui vont avoir une incidence sur nos capitaux propres, c'est par exemple une augmentation de capital. À ce moment-là, ces encaissements-là rentrent dans notre TFT, dans la catégorie flux liés au financement. Flux liés au financement, voilà. Alors, si nous avons également... si nous rachetons des actions, si nous remboursons nos actionnaires, cela également change la structure des capitaux propres et ça rentre également dans la partie financement. La deuxième catégorie qui rentre dans cette rubrique, dans cette composante, c'est lorsque nous faisons recours à l'extérieur pour nous financer. Si on fait appel à notre banque, à notre banquier ou au marché boursier, si on émet de nouvelles obligations, si on fait recours à l'emprunt, si on a un encaissement qui découle d'un emprunt auprès de la banque, cela rentre également dans la partie, n'est-ce pas, financement. Et si nous remboursons notre banquier, tous les remboursements rentrent également dans cette troisième composante importante du TFT. Alors, la présentation des différents flux tels qu'on vient de le voir, les flux liés aux opérations, liés au financement, liés à l'investissement, favorise en fait une lecture normative de ce tableau. Parce que de façon logique, l'excédent de trésorerie qui découle de nos opérations et une entreprise, naturellement, à travers ces opérations, doit dégager un excédent. Si elle ne dégage pas d'excédent de trésorerie, elle court droit au mur, elle va fermer. Donc, l'excédent de trésorerie qui découle de ces opérations, normalement, devrait permettre à cette entreprise de s'autofinancer, de renouveler par exemple ses immobilisations, d'aller même au-delà du renouvellement de ses immobilisations, d'acquérir des immobilisations de croissance, de croître. Et si l'excédent de trésorerie généré par les opérations ne suffit pas à l'autofinancer, elle peut faire recours au financement externe ou même peut faire appel à ses actionnaires pour se recapitaliser et investir, n'est-ce pas, dans sa croissance. Donc,
Ce document, tel que c'est conçu par le Syscoada révisé, favorise une lecture normative et permet en fait d'avoir une vue assez propre de la génération de trésorerie par l'entité. Maintenant, voyons comment sont déterminés les différents éléments du TFT. La trésorerie initiale, la trésorerie au 1er janvier, c'est assez évident à obtenir. C'est tout simplement la trésorerie de l'actif N-1 moins la trésorerie du passif N-1. On ne va pas insister ici, c'est assez évident à comprendre. Ensuite, la deuxième rubrique importante de ce tableau, c'est les flux liés aux activités opérationnelles. Il s'agit, comme on l'a déjà expliqué, de prendre nos encaissements, moins les décaissements, et nous avons ici les flux liés aux activités opérationnelles. Mais seul bémol, c'est que la comptabilité en OAD est une comptabilité d'engagement. Cela signifie qu'on ne passe pas uniquement des écritures lorsqu'on a des conséquences en termes de trésorerie. Lorsqu'on vend par exemple une marchandise à crédit, même si on n'a pas encaissé de l'argent, on comptabilise néanmoins du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires-là est dans notre compte de résultat. On ne peut donc obtenir directement les encaissements et les décaissements. De ce point de vue, on est un peu obligé de faire un détour à travers un autre indicateur que nous allons appeler la capacité d'autofinancement global afin d'obtenir à la fin nos flux de trésorerie liés aux opérations. Cette capacité d'autofinancement global correspond tout simplement aux produits encaissables des opérations moins les charges décaissables. Et là, nous avons notre capacité d'autofinancement global. Mais le problème, c'est que les produits encaissables sont tellement nombreux. Voici une petite liste que j'ai dressée. On a les ventes de marchandises, ventes de produits fabriqués, travaux et services vendus, produits accessoires, etc., etc. Les charges décaissables, on en a également suffisamment dans notre compte de résultat. Il est beaucoup plus évident de procéder par un solde intermédiaire de gestion qui est déjà au niveau de notre compte de résultat et qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. On peut s'en servir pour calculer notre CAF en faisant comment? En prenant cet excédent brut d'exploitation, puisque c'est déjà une sorte d'excédent de trésorerie potentielle dégagé par l'exploitation. On augmente à cela les produits encaissables restants, les autres produits encaissables. On déduit les autres charges décaissables et on devrait normalement avoir notre capacité d'autofinancement global. Il convient de corriger cependant cet excédent brut d'exploitation, le cas échéant, des opérations liées ici aux investissements, dans la mesure où cela n'a rien à voir avec les flux liés aux opérations. Donc, si nous avons dans notre comptabilité des valeurs nettes comptables des cessions courantes d'immobilisation qu'on a dans notre compte de 654 et qui affectent la détermination de l'EBE, il convient, n'est-ce pas, de neutraliser son incidence sur l'EBE afin d'avoir un EBE propre qui n'a rien à voir avec les opérations liées aux investissements. Il va de soi que si on le fait, on va également déduire les produits de cession courante d'immobilisation pour avoir une capacité d'autofinancement d'exploitation. Cette capacité d'autofinancement d'exploitation représente en fait les ressources de financement dégagées par l'activité d'exploitation, n'est-ce pas, de l'entité. Une fois qu'on obtient cette capacité d'autofinancement d'exploitation, on va ajouter clairement les autres produits encaissables et déduire les autres charges décaissables pour avoir notre CAF global et qui représente en fait l'excédent de trésorerie globale généré par les activités opérationnelles de l'entité. Une fois que nous avons cette capacité d'autofinancement global qui est un excédent de trésorerie potentiel, en fait, cela signifie l'aptitude, la capacité de l'entité à pouvoir renouveler ses investissements, à pouvoir s'autofinancer, à pouvoir faire des investissements de croissance. Une fois donc que nous avons notre capacité d'autofinancement global, il convient de faire 3 corrections afin d'aboutir à nos flux de trésorerie liés aux opérations. La première observation qu'il faut faire, c'est que la variation de stock qui influence la détermination de l'EBE n'a rien à voir avec ce que vous payez à votre fournisseur. C'est-à-dire que dans votre compte de résultat, vous avez les achats de l'exercice, plus ou moins la variation de stock. Cette variation de stock qui influence l'EBE n'a rien à voir avec ce que vous dépensez pour payer votre fournisseur. C'est pourquoi,
pour avoir cette rubrique de notre TFT, on va enlever la variation de stock qui n'a pas de conséquences en termes de trésorerie. On va enlever la variation de stock de notre capacité d'autofinancement parce que c'est inclus dans la CAF globale. Une fois qu'on a neutralisé l'impact de la variation de stock, la deuxième observation qu'il faut faire, c'est que dans notre compte de résultats, on a des produits comptabilisés, pas des produits encaissés. Dans les produits comptabilisés, il y a les créances. On sait que les créances, c'est de l'argent que les clients nous doivent. Cet argent, ils n'ont pas encore versé. Ce n'est pas encore dans nos flux de trésorerie. Il faut donc déduire l'incidence des créances clients en procédant comment? On va aller dans nos ventes, on enlève tout simplement les créances qu'on a au bilan en N et on va ajouter les créances que nous avions en N-1. Dans notre hypothèse ici, on estime que les créances qu'on avait en N-1 ont été encaissées au cours de l'année N et viennent donc augmenter notre trésorerie. Tandis que les créances qu'on a en N n'ont pas été payées par les clients au 31/12 de l'année N et de ce point de vue doivent être soustraites. Il va de soi que si nous avons une créance en N-1 qui n'a toujours pas été payée en N, elle va se retrouver tant dans la partie créance ici que tant ici dans les créances N-1 que dans la créance N et cela ne va pas impacter, n'aura aucune incidence sur le calcul. Donc la deuxième observation, c'est qu'il faut neutraliser l'impact des créances clients. Troisièmement, par raisonnement parallèle, par règle de réciprocité, dans notre CAF, on a utilisé des charges qui sont comptabilisées, des charges décaissables et non des charges effectivement décaissées. On sait que lorsqu'on achète à crédit au fournisseur, va naître donc dans notre bilan des dettes. Ces dettes, ce n'est pas de l'argent que nous avons dépensé. Ces dettes doivent donc être neutralisées dans notre capacité d'autofinancement pour que nous puissions aboutir à de véritables flux de trésorerie, à ce qu'on a véritablement payé aux fournisseurs. Ainsi, on va prendre nos achats, enlever les dettes de l'année N et rajouter les dettes de l'année N-1 en supposant dans notre hypothèse de calcul ici que les dettes N-1 ont été payées au cours de l'année N. Les dettes N diminuées, les dettes N-1 correspondent ici à la variation des dettes. Pour récapituler, on a dans notre capacité d'autofinancement global, on déduit la variation des stocks, on déduit la variation des créances et on augmente la variation des dettes. Il faut dire que la variation des stocks plus la variation des créances moins la variation des dettes constitue ce qu'on appelle très souvent la variation du besoin en fonds de roulement. Donc c'est un besoin qui naît de votre activité d'exploitation et qui, si elle augmente, s'il augmente, va nécessiter que vous le financiez par vous-même. S'il diminue, ça constitue en fait une ressource de financement. Donc, lorsque on fait ce calcul, capacité d'autofinancement, moins variation de stock, moins variation des créances, plus la variation des dettes, on obtient finalement le fameux flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Alors, la troisième rubrique importante de notre TFT, c'est les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement. Ici, on va distinguer deux principales catégories de flux. On aura les encaissements et les décaissements. Les encaissements, c'est les produits de cession. Si effectivement ces produits de cession ont fait l'objet de paiement, on ira se servir par exemple des comptes 82 et même des comptes de cession courante, je crois le 754 si mes souvenirs sont bons, pour obtenir ce qu'on a encaissé du fait des cessions d'immobilisation. En plus des encaissements, on a maintenant les décaissements, c'est-à-dire ce qu'on a dépensé pour pouvoir acquérir des immobilisations. Parfois, c'est un peu compliqué d'obtenir ces acquisitions. Ce que je fais d'habitude, c'est d'aller prendre la variation de mes comptes d'immobilisation brute et je neutralise cette variation des cessions d'immobilisation en valeur brute. C'est-à-dire que concrètement, je prends la variation des comptes d'immobilisation en valeur brute, c'est-à-dire le solde final moins le solde initial, ça me donne ma variation. J'ajoute la valeur brute des immobilisations cédées. On sait que les immobilisations cédées sont comptabilisées au crédit des comptes concernés. Je l'ajoute donc afin de neutraliser l'incidence de cette cession, comptabilisée en valeur brute dans les comptes d'immobilisation. Ça me permet d'avoir en temps normal mes acquisitions, mais si j'ai comptabilisé au cours de l'année des écarts de réévaluation, je vais neutraliser l'incidence de ces écarts de réévaluation. Si j'ai comptabilisé également des coûts de démantèlement, on sait que les coûts de démantèlement et de remise en état n'ont pas de conséquences en termes de trésorerie. Je vais également enlever cela pour aboutir à mes acquisitions d'immobilisation. Enfin,
bon, avant la trésorerie finale, nous avons des flux de trésorerie liés aux activités de financement. Comme on l'a souligné un peu plus haut, ces deux types de flux, c'est les flux qui soit vont changer la structure des capitaux propres, soit vont découler des financements en externe. Normalement, si tout s'est bien passé au cours de l'année, vous devez avoir aisément l'information relative, par exemple, aux augmentations de capital, aux subventions d'investissement ou aux distributions de dividendes. Et si vous vous êtes fait financer par l'extérieur, par la banque, vous devez normalement avoir, si vous regardez bien votre grand livre, les nouveaux emprunts qui sont comptabilisés au crédit des comptes d'emprunt, les remboursements au débit des comptes d'emprunt. Vous aurez également des informations relatives aux émissions d'obligations, etc., etc. En général, c'est des informations, ce n'est pas des opérations, on va dire, de tous les jours. C'est assez facile d'avoir une telle information à travers votre comptabilité. Alors, voici la synthèse de tout ce qu'on a vu. On a la trésorerie au 1er janvier de l'année N. Ensuite, on a les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, le cash des opérations, on a le cash des investissements, le cash de financement. Et enfin, la somme de tout cela conduit à notre trésorerie au 31 décembre. Alors, je sais qu'on a vu pas mal de choses dans cette vidéo. C'est important qu'on passe par une application afin de bien intégrer les notions que nous avons apprises. Alors, dans la description de cette vidéo, j'ai placé l'énoncé de cette application que tu vas télécharger. Tu prends le temps de traiter cet énoncé et puis dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble voir comment concrètement se monte un TFT. Donc, en plus de ce lien sur l'application, il y a un autre lien sur le fichier de génération des états financiers, bilan, compte de résultat, tableau de flux et les 36 notes annexes. Si tu as besoin de ce fichier, tu peux cliquer dans le lien dans la description et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.